Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la Data Analytics. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo consacrée plutôt à la méthodo et la stratégie, je vous mets le lien en description. Pour tous les autres, je vous propose de retrouver tout de suite Thomas Pariante et de plonger dans l'outil Mixpanel et dans un cas d'usage de la vraie vie que Thomas a vécu. Bon visionnage! Alors, on est là sur une interface typique de Mixpanel. Donc, pour rappel, Mixpanel, c'est un outil qui reçoit des événements et qui les log, c'est-à-dire qui les compile, si vous voulez, et qui permet, donc qui les stocke, évidemment, et qui permet de les visualiser. Donc, de visualiser des statistiques sur ces chiffres-là, sur ces événements-là. Donc là, on est sur l'onglet Insight. Donc c'est l'onglet qui permet en fait de construire un peu une requête pour, si on se pose la question, mais combien de nouveaux clients j'ai eu par jour, etc. Donc là, c'est un cas réel, les données sont floutées, on a un parcours utilisateur qui est simple. Ce sont des personnes qui vont demander une cotation de leur véhicule, de leur voiture, en vue de peut-être faire une reprise, c'est-à-dire de vendre si le montant donné par l'entreprise, votre voiture, on vous la reprend à 750 €, c'est une vieille épave, ok, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de demande de cotation. Il y a une étape où l'utilisateur va remplir des informations dans un formulaire pour qualifier sa voiture, quelle est la marque, quel est le modèle, quel est le kilométrage, est-ce qu'il y a des rayures, est-ce qu'il y a des chocs, etc., etc. Ensuite, il y a une étape de cotation où quelqu'un sur une spreadsheet a toutes les informations du véhicule et peut dire ok, d'après l'Argus, dans tel état, etc., etc., avec tel kilométrage pour tel modèle, je peux en donner tant. Et ensuite, il y a est-ce que cette proposition, ce prix-là, est accepté ou refusé par le client. Donc voilà, il y a 4 étapes. Donc là, en fait, on a ces 4 étapes, on a 4 événements. Donc les événements, ça va être est-ce que le formulaire a été envoyé, c'est-à-dire en gros, ça c'est déclenché quand le client dit j'aimerais que vous fassiez la cotation de mon véhicule. Du coup, le commercial clique sur un bouton et ça envoie automatiquement par email une demande pour remplir un formulaire avec les informations sur le véhicule. Form field, donc c'est-à-dire le formulaire a été rempli. C'est au moment où en fait le client potentiel a rempli le formulaire. Quotation sent, donc c'est à partir du moment en fait où la cotation a été réalisée par le coteur, donc il a marqué dans sa spreadsheet, bah, ça j'en prends pour 750 €, entrée, bim, ça envoie l'information au commercial, qui du coup contacte à la main par téléphone le client, parce qu'il y a toujours un arrangement possible sur voilà, toujours une marge de négociation, et donc ce processus-là n'est pas automatisé. Justement, en fait, c'est tout l'intérêt de la distinction entre qu'est-ce qu'on laisse automatique, qu'est-ce qu'on automatise et qu'est-ce qu'on laisse à la gestion humaine. Typiquement, la conversation commerciale, c'est souvent quelque chose qu'on laisse au téléphone, c'est plus facile de se mettre d'accord. Là, les moments où il y a besoin d'un maximum d'empathie. Exactement. Et puis, voilà, en fait, si la personne n'est pas d'accord et que c'est juste un email, bah, elle dit fuck et elle répond pas. Alors si c'est au téléphone, elle dit bonjour Madame Martin, bah, on vous propose 700 €. Ah, 700 €, mais je pensais vraiment que je pouvais en récupérer plus. Ah, écoutez, Madame Martin, on peut faire un effort, ou bien on vous fait une réduction sur un véhicule, ou on tout de suite. Voilà, vous réagissez tout de suite. Donc vous pouvez quand même faire la vente, même si la priorité est négative. Vous pouvez rattraper les choses. Et le dernier truc, le dernier événement, c'est Recovery Status Updated, c'est-à-dire le statut de la reprise est mis à jour. Donc en gros, c'est accepté ou refusé. Et donc accepter ou refuser, c'est un paramètre de l'événement. Parce que l'événement, c'est le statut de ce dossier de reprise a été mis à jour. Est-ce que c'est accepté ou refusé? Donc on a 4 événements. Donc par exemple, si on veut regarder toutes les demandes dans tous les form sent qui ont été faits, on clique sur form sent total, et donc on va avoir là on a un graphe donc en linéaire. Voilà, donc on a une ligne brisée
au jour par jour, on va avoir le nombre de demandes qui ont été faites. Alors, on s'aperçoit que, évidemment, de façon cyclique, il y a des zéros tous les dimanches. C'est évident parce qu'il n'y a pas de commercial qui travaille le dimanche. Donc, c'est-à-dire que certains travaillent le samedi. On voit qu'évidemment, donc, du lundi au vendredi, on est sur... c'est là où la plupart des demandes ont lieu. On voit qu'il peut y avoir des variations suivant les jours. Et on tourne à peu près autour de 30-35 dans les jours ouvrés. Maintenant, là, c'est 30 jours. On peut regarder sur 7 jours. On peut comparer par rapport au passé. Donc, on va faire compare to past previous month. Donc, on va comparer. Vous voyez que du coup, là, on a moins de demandes qu'auparavant. Voilà, donc on a en plein le mois d'avril et en pointillé le mois de mars. Donc on voit qu'en fait là, il y a des écarts importants. On peut ne pas le regarder par jour, mais le garder à la semaine, par exemple. Voilà, donc on voit que forcément, quand ensuite on moyenne sur la semaine, on voit tout de suite que la courbe est beaucoup plus plate, parce qu'il y a moins de variations d'un jour, enfin de semaine en semaine que d'un jour à l'autre. On va retourner sur les 30 derniers jours à la semaine. Vous voyez qu'on est à 250, 200, 175, 184, etc. Donc là, on peut aussi regarder un autre événement. On peut comparer avec, je sais pas moi, le nombre de formes de formulaires qui ont été remplis par l'utilisateur. Vous vous doutez bien que ce nombre est plus faible que le nombre de demandes, évidemment, parce qu'il n'y a pas de formulaires qui sont remplis sans demande. Et toutes les personnes qui font une demande ne remplissent pas forcément le formulaire, parce qu'ils sont passés à autre chose, parce qu'en fait, ils ont changé d'avis, parce qu'en fait, il y a un délai, etc., etc., etc. Il peut y avoir plein d'explications. Le but du jeu, c'est de rapprocher les deux courbes. Voilà, donc la comparaison entre les deux courbes, c'est la conversion de l'un à l'autre. En gros, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de regarder quel est le pourcentage de personnes qui ont répondu au formulaire par rapport à ceux qui l'ont demandé. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une formule. Et la formule, donc ça va être le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire, donc B, divisé par le nombre de personnes qui l'ont demandé, A. On applique la formule. Et donc, vous voyez que là, alors on peut même faire un truc x100 pour l'avoir en pourcentage. Hop, pardon. Voilà, x100. Voilà. Vous voyez que on tourne à peu près autour de 50% à peu près. Si on regarde sur les trois derniers mois, au début c'était faible, et vous voyez qu'on est globalement sur une amélioration. On a commencé vers 40% à peu près, et là on est plutôt sur 50 sur les dernières semaines. On voit que donc le taux de conversion est passé au-delà. C'est pas mal. Donc ça c'est un élément qui est important. Donc voilà, en fait, cette interface nous permet de jouer un peu comme ça. On peut évidemment appliquer des filtres. On peut regarder, par exemple, pour ne filtrer que sur... Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux pas faire de conneries. Tu peux... En fait, tu peux bidouiller toute la data, mais tu l'écrases jamais. Donc, j'écrase jamais rien. Je peux rien ni modifier ni supprimer. Je peux juste observer. En fait, je joue avec... tu cherches. Ouais, c'est que la recherche. Et donc, par exemple, là, donc vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a une information qu'on récupère à une étape et qui peut avoir du sens à d'autres étapes. Et ben typiquement, quand les gens remplissent ce formulaire, on a la marque du véhicule. Ce serait intéressant de voir l'évolution de ce ratio en fonction de la marque. Donc on va faire un breakdown. Donc c'est-à-dire qu'on va casser la courbe en fonction des différentes marques. Donc on va regarder, je crois que c'est MacName. Voilà. Donc là, par exemple, on a sur les 3 derniers mois le nombre de formulaires qui ont été remplis avec pour chacun la distinction entre si c'était une Renault, une Peugeot, un Citroën, etc., etc., etc. Oui, donc en fait, ça pour tout le monde. Et on peut évidemment calculer la conversion à chaque étape. Donc pour ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle un funnel. Donc un funnel, c'est littéralement en anglais un entonnoir. Et en fait, on va créer des étapes. Donc il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et en fait, on va regarder
euh, comme si vous voulez des vases communicants, quel est le taux de perte à chaque étape. Donc chez nous, là, l'étape 1, c'est le formulaire est envoyé. L'étape 2, c'est le formulaire est rempli. L'étape 3, c'est la cotation est effectuée. Et l'étape 4, c'est le statut a été mis à jour. Et on verra qu'on fait autre chose. Donc là, vous voyez, on a le funnel, donc on a un entonnoir. On voit que sur les 30 derniers jours, on a eu 919 demandes de cotation. Sur ces 919 demandes, 377 personnes ont rempli effectivement le formulaire qui permettait d'obtenir, enfin, de donner les informations. Donc, on a un taux de conversion de l'étape 1 à l'étape 2 de 41%. Sur ces gens-là, sur les 377, 365 ont reçu une cotation, ont reçu un montant. Donc, si vous voulez, ça, c'est la responsabilité du coteur. Donc, le coteur, il a fait une cotation pour 97% des. Est-ce que c'est une cote pour nos Une cote, c'est une estimation. Si vous voulez, c'est de dire votre voiture, je vous l'estime à 1500 euros. Voilà. Donc, un coteur, c'est quelqu'un qui fait l'estimation. Exactement. C'est un métier, parce qu'il faut connaître tous les modèles, il faut connaître les différentes années, il faut connaître le marché, en fait. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le marché de l'automobile d'occasion et qui peut dire, un Renault Scénic à 120 000 km en bon état, je peux en trouver, je le rachète à 1005 parce que je sais que je peux le revendre à 1008. Très bien. Voilà. Donc c'est un métier, faut pas se tromper dans les marges, quoi. Parce que si je achète trop cher, je peux plus le vendre, quoi. Ah ouais, du coup, vous avez acheté à perte. Vous allez vendre à perte. Et donc, de l'étape 2 à l'étape 3, on est quasiment à 100% d'ailleurs, les 3%, c'est probablement les cotations, enfin, les demandes qui ont été remplies là, aujourd'hui, dans les dernières heures et qui n'ont pas encore été... pour lesquelles il n'y a pas encore de cotation. Et sur les 365 estimations et offres de reprise qui ont été formulées aux clients en disant, au fait, Madame Martin, merci d'avoir répondu à ça, enfin merci d'avoir fait confiance à notre entreprise. On vous propose de reprendre votre vieux Scénic à 1200 euros. Et on a une réponse, là pour l'instant, dans 35% des cas. Alors c'est évidemment pas 100%, parce qu'en fait, là on a fait les 30 derniers jours, la réponse va mettre du temps à arriver. La personne peut aller ensuite regarder auprès du Bon Coin, auprès d'autres entreprises qui font des concurrents, qui peuvent aussi faire la proposition. Évidemment, on est sur de la vente ou de l'achat des véhicules. Les gens, ils demandent plusieurs avis, ils comparent les prix, etc. Donc forcément, le processus de vente est long. Et donc là, vous voyez, là, il y a des petits paramètres en dessous. Donc là, c'est le pourcentage exact de passage de l'étape 1, de cette étape-là à l'étape-là. Là, c'est le nombre. Et ici, là, avec l'horloge, c'est le temps moyen pour passer de l'étape d'avant à cette étape-là. Vous voyez qu'en fait, les gens mettent en moyenne 1 jour et demi à remplir le formulaire. Vous voyez que en moyenne, une fois que le formulaire est rempli et l'information arrive à l'entreprise, le temps moyen pour faire une cotation et pour envoyer l'offre de reprise, c'est 14 heures et demie. Donc c'est une demi-journée. Enfin c'est un demi-jour, en vrai c'est une journée pleine. Vous voyez que la durée moyenne de réponse, c'est 2 jours et demi. C'est normal, je l'ai dit, c'est un processus qui est un peu long. Maintenant, ok, donc là on sait par exemple qu'en gros, les efforts importants doivent être fournis côté entreprise ici. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'en fait, ici, vous perdez personne. Donc, ça sert à rien d'améliorer la vitesse de cotation de votre gars, ou c'est pas là-dessus que je joue. En revanche, vous perdez 60% des gens ici, là. Donc, il y a peut-être un truc à faire sur comment est-ce qu'on convainc les gens de remplir le formulaire. Là, vous savez déjà que vous avez, quand vous voyez ce graphe, vous savez que votre entreprise, si elle veut améliorer le nombre de ventes qu'elle fait, en l'occurrence, ça c'est le nombre d'achats, elle doit attaquer d'abord cette partie-là. Ou bien ici, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas de réponse. Là, j'ai plein d'hypothèses. Ça peut être les clients, voilà, attendent d'avoir autre chose. Ça peut être le processus prend du temps. Ça peut être en fait s'ils disent non. Ouais, ça peut être en fait s'ils disent non, ben en fait ils mettent beaucoup de temps à dire non. Ça peut être en fait c'est un processus de négociation qui est entamé. C'est ok d'accord, mais parce qu'en vrai dans l'entreprise là que je vous montre,
le processus de reprise de véhicule d'occasion se fait pas seul. C'est bien souvent, on reprend votre véhicule d'occasion et on vous vend une voiture neuve à la place, évidemment. Donc le processus de vente plus global. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu as localisé deux poches de valeur à aller chercher, quoi. Exactement. Après, ça peut aussi être évidemment sur le volume ici. Hein. Peut-être qu'en vrai, ça vous convient. Ça convient à l'entreprise. Bon, bah, ok, d'accord, on a ça. Et ça veut juste dire que là, on est à 919. Si on passe à 2000, ça va doubler les scores de chaque étape. Si les pourcentages restent les mêmes. Maintenant, il y a un truc, c'est qu'en fait, là, on n'a pas fait de... Là, je le dis, ça, c'est si le statut a été mis à jour. Mais le statut, il n'est pas forcément accepté ou refusé. Donc là, on va savoir. Et donc là, on va mettre, voilà, combien ont été effectivement acceptés. Donc là, à la dernière étape. C'est ton paramètre que tu as changé sur ton événement. Exactement. Là, voilà. Donc, sur cette étape-là, on va regarder les recovery status updated, les événements recovery status updated, where, donc pour lesquels le paramètre status vaut accepted. Et vous voyez qu'en fait, on est à 69. Okay. Et donc, en fait, vous voyez que le taux d'acceptation des cotes est de 19%. Et vous voyez que là, vous voyez que déjà, c'est des informations qui sont hyper précieuses sur un business. Et pour autant, j'ai rien. J'ai 4 événements, j'ai mis des bons paramètres et ça m'a pris, là, je l'ai fait devant vous, voilà, ça m'a pris 2 minutes à regarder ça. Vous pouvez en plus l'enregistrer et le regarder régulièrement. Là, sur 30 jours, on peut regarder sur 3 mois si ça évolue effectivement. Vous voyez que donc c'est 17%, mais il y a le premier mois qui était au départ, etc. Voilà, il a fallu que la machine se mette en marche, etc. Mais vous voyez que du coup, on peut comprendre des choses assez fines sur son business très rapidement si le travail de conception et de conception du parcours de traçage a été bien pensé. Et ce qu'il faut avoir en tête, est-ce que tu peux donner un petit peu un ordre d'idée sur on va dire le pourcentage entre le temps de conception et le temps de code pour qu'on comprenne bien, en gros. Enfin, j'aimerais bien que tu me dises que, en gros, le boulot, c'est pas le code, finalement, c'est pas l'implémentation de Mixpanel, c'est bien plus la structuration de la réflexion. Ouais. Et l'analyse derrière. En termes de code, c'est quasiment rien, quoi. Le code, surtout pour Mixpanel, le code, c'est quasiment rien parce qu'en fait, si vous voulez, alors c'est un terme un peu technique, en fait, c'est ce qu'on appelle un webhook, c'est-à-dire, en gros, vous allez appeler une URL, c'est-à-dire que vous allez comme si votre application allait consulter une page de Mixpanel et communiquer les informations via cette page-là. Donc c'est comme si en fait vous remplissiez un formulaire, en gros, parce qu'il n'y a pas d'interface, tout est inclus dans l'URL. Et en fait, c'est envoyé à Mixpanel avec tous les bons paramètres et ça dit « Ah, il y a un nouvel événement form sent et avec les paramètres A, B, C, etc. » Et ça, c'est 2 lignes dans un code à mettre en place. Donc le message à tous les entrepreneurs et tous les PM qui nous écoutent, c'est que c'est pas, c'est le boulot, il est beaucoup plus de votre côté, de la réflexion, qu'un boulot côté dev, en fait. Donc il faut pas paniquer, il faut pas voir Mixpanel comme un énorme chantier de développement, etc. Pas du tout. C'est beaucoup plus un travail de réflexion en amont et d'analyse en aval, mais le boulot de développeur en tant que tel est minime, en fait. Et c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Alors, il y a une petite étape, par contre, de réflexion côté développeur, c'est en fait, c'est pas la quantité de travail pour injecter les 2 lignes de code qui sont bien paramétrées, c'est pas grand-chose, c'est où est-ce qu'on la met, cette ligne de code. Je vous l'ai dit, il faut s'assurer qu'elle soit... Vu que c'est un événement que vous envoyez, il faut s'assurer, par exemple, que si vous avez le bouton qui gère l'ajout au panier, c'est un bouton, et en fait, il faut que vous développez le petit truc qui fait que à chaque fois qu'il y a cet événement qui a lieu, parce que vous avez un truc en back-end qui gère l'ajout d'un élément, d'un article dans le panier. Il faut que quand cette fonction-là ou cette méthode-là est appelée, et donc c'est dans ce bloc-là qu'il faut injecter le code qui fait que les 2 lignes de code qui fait que ça envoie un événement Mixpanel. Très clair. Alors il y a d'autres architectures qui permettent de faire ça, mais en gros c'est ça. Mais effectivement, le travail le plus important est à faire en amont sur quels événements, à quel moment, quelles informations on récupère. Et
pourquoi c'est important? Parce que si vous plantez, si vous les changez, si vous changez tout le temps, ça fait déjà que il n'y a pas de continuité dans votre modèle de données avant et après, et ça fait surtout que vous faites repasser les devs sur des choses qu'ils ont déjà vues. En gros, ça fait chier tout le monde. Surtout ça fait chier tout le monde. Un petit point, donc j'avais parlé donc du breakdown. Donc en fait, on peut regarder là par marque le taux de passage d'une étape à une autre. Donc on va regarder, on va comparer le total à par exemple, ça c'est le total, donc c'est le même chiffre qu'on avait tout à l'heure. Et donc on va regarder Renault. Alors, vous voyez que du coup, pour les Renault, le taux d'acceptation est de 23%. Donc c'est mieux que la moyenne. C'est mieux que la moyenne. Après, là, je soupçonne, en fait, ici, le fait d'être à 100%, c'est parce qu'en fait, ici, ce sont les 82. En gros, il y a un truc un peu spécifique, mais c'est propre à BusinessNet, c'est que, en fait, comme l'information ici et ici, ces deux éléments ne viennent pas du même endroit, le tracker permet pas d'identifier que les 82 qui sont là, quelles étaient celles qui étaient là, en fait. C'est un peu délicat, mais en gros, c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est à 100%. Ici, c'est à 100%, évidemment. Okay. Mais en fait, ici, c'est le même chiffre que ici, parce qu'en fait, on n'a pas l'information à cette étape-là encore, sur le fait que c'est une Renault. En vrai, ça pourrait marcher, mais il nous manque un indicateur clé qui est propre à cette étape-là. C'est quelque chose qui est propre à l'infrastructure logicielle. Du contexte à avoir en tête. Okay. C'est ça. Et donc, par exemple, si on compare Peugeot et Renault, vous voyez bien que du coup... on est sur du kiff-kiff 19-18. Ouais. Okay. Ou alors, on va regarder ici. Alors, du coup, c'est parce que les volumes sont pas importants. Voilà. Vous voyez que ici, par exemple, on va avoir... j'en sais rien. Et voilà. du coup, vous voyez que ici, on a Ford, 26%, Peugeot, 26%, Renault, 23%. Et du coup, tu abordes une notion qui est assez intéressante, c'est la notion de volume de data. Ouais. Est-ce que tu peux me dire à partir de quand tu estimes, toi, que la data est parlante? À partir de quel volume tu penses que la data est parlante? À partir de quand tu penses que bon là, c'est pas significatif, faut pas en tenir compte? Quel type de Alors, ça dépend de quoi. Ça dépend vraiment de quoi. Mais en fait, il y a ce que vous appelez c'est-à-dire le qui 2, c'est-à-dire le qui au carré, qui permet de distinguer si la différence, par exemple, je sais pas, vous avez 1000 visiteurs sur votre site et que vous avez fait 10 ventes, et la semaine d'après, vous avez 800 visiteurs et vous avez fait 12 ventes, est-ce que c'est significatif? En fait, il y a une fonction mathématique qui permet de déterminer si c'est significatif ou pas. Est-ce que tu peux montrer le petit logiciel qui est un boutique qui bien sûr. Ça. Donc, je vous dis, en semaine 1, vous avez 1000 visiteurs sur votre site et vous avez 10 ventes. La semaine d'après, vous avez 800 visiteurs et vous avez 12 ventes. C'est pas significatif. Le message, c'est vous pouvez rien faire avec cette data. C'est-à-dire que ne mettez pas en place des actions si elles sont pas significatives. Et cet outil permet quand même de vous donner un petit indicateur quand même. C'est ça. Déjà, un conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de ne pas au départ, vos chiffres sont tellement faibles en volume, j'entends, en volume, que ça sert à rien de regarder le taux de conversion, etc. En fait, si vous êtes à 0, souvent, en fait, c'est pas je suis à 25%. Souvent, en fait, c'est un peu binaire, c'est-à-dire soit vous vendez pas, soit vous vendez. Donc, votre première étape, c'est essayer de vendre. Peu importe si vous vendez à une grande part des gens qui viennent chez vous ou pas. Déjà, c'est vendre, parce que vous êtes en recherche de votre business model. Et le grand défi, c'est, vous en êtes pas à déterminer votre, vous n'avez rien à optimiser parce qu'en fait, vous n'avez rien. Et c'est pas une question de chiffres, hein, c'est pas une question de ratio, etc. C'est simplement une question de, est-ce que vous vendez tout court? En fait, si vous faites une vente par semaine, c'est peut-être un pote, c'est peut-être un marginal, quelqu'un qui a essayé ça. Mais en vrai, votre seule au départ, votre seule mesure,
c'est la vente. Donc, le message clé qu'il faut avoir pour faire le parallèle et le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut conscientiser et mettre en place cette démarche avant de sortir le MVP. Par contre, passer du temps à traiter la data et analyser la data n'a aucune valeur si j'ai 3 utilisateurs qui viennent sur ma plateforme. Exactement. Donc cette démarche, il faut la faire, mais l'analyse de la data ne se fait qu'à partir du moment où on a quand même un volume intéressant. Donc n'essayez pas de mettre en place des actions lorsque le volume est insignifiant, lorsque vous ne vendez pas en fait, ou vous avez vendu que ça ne sert à rien. Il faut avoir En fait, c'est vraiment la distinction, et je fais court, mais c'est la différence. Il y a 2 étapes dans la vie d'une entreprise, pré-product market fit et post-product market fit. C'est-à-dire, product market fit, c'est est-ce que l'offre que vous avez conçue répond à un besoin d'un marché et ça s'emboîte bien. En gros, c'est success is obvious. Est-ce que ça se vend? Est-ce que vous vendez? C'est pas une question de volume, c'est est-ce que ça marche, quoi. Est-ce que vous faites des ventes? Et là, il n'y a pas de bullshit possible. Soit ça marche pas. Alors oui, si vous en vendez 10 par jour, bah ça marche en vrai. Après, vous n'avez pas un grand volume, mais c'est pas un problème. Vous vendez et c'est régulier et votre truc marche. Maintenant, c'est comment est-ce que vous passez à l'échelle supérieure. Mais bien souvent, c'est binaire. Soit vous en vendez pas, et tout à coup, en fait, vous vous mettez à en vendre. Et donc ça, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore trouvé votre product market fit. Et donc, tant que vous l'avez pas trouvé, ça sert à rien d'essayer d'optimiser vos chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres optimisés de toute façon. Si vous faites une vente par semaine, ça veut rien dire. Il faut chiffrer en fait. Au début, c'est de la vente. Donc là, on touche à un point important. Cette démarche, faut la structurer pré-product market fit, mais elle n'est exploitable véritablement que post-product market fit. Exact. Très bien. Exact. Là, typiquement, en fait, pour la boîte dont je parle, le business model, il est connu. Je veux dire, par exemple, si vous montez une boulangerie, le business model, il est connu. C'est vous vendez du pain. Vous n'êtes pas une start-up parce que votre business model, déjà, il est connu, et d'autre part, il est pas scalable. Mais l'avantage, c'est du coup, si vous vendez du pain en ligne, je sais pas, en fait, vous pouvez déjà mettre en place votre plan de tracking. Dans le business de reprise de véhicules, business model connu, c'est une activité qui faisait déjà. On l'a juste automatisé, et donc on a mis en place un tracking automatique avec Mixpanel. Et donc évidemment que c'était pertinent de faire ce travail-là. C'est vrai que c'est plus dur de se motiver à faire un travail de traçage si en fait vous savez pas, si votre truc marche pas. Mais en fait de toute façon vous modifiez votre produit. Mais globalement, vous devez déjà, vous devez mesurer si vous avez. C'est sûr que si vous attirez que 100 personnes et vous faites 2 ventes, c'est la même chose que si vous attirez sur votre site 10 000 personnes et vous faites 2 ventes. Dans un cas, il y a peut-être effectivement un problème de volume. En fait, 2 ventes sur 100, c'est peut-être qu'en fait, il y a des gens qui sont un peu perdus et en fait, je sais pas. C'est sûr que si vous faites que 100 visites et 2 ventes, on sait pas trop, en fait, amenez 10 000 personnes et regardez si vous avez fait des ventes ou pas. Bien souvent, en fait, il y a un cap à passer en termes de volume pour pouvoir dire si votre truc marche ou pas. Si vous avez que 100 visiteurs et que vous avez 10 payants, vous n'êtes pas à 10% de conversion parce que ça veut rien dire, en fait, 100 personnes. C'est rien du tout. En B2C, hein, si vous êtes en B2B, si vous parlez à 100 entreprises et que vous avez 10 clients, votre truc marche. Hein. De toute façon, à partir du moment où les gens font des chèques, c'est que ça marche. C'est comme, il n'y a pas de preuve d'amour, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'intérêt sur le marché, il n'y a que des preuves d'achat. Très bien, très clair. Thomas, est-ce qu'on voit encore quelque chose ou est-ce que tu as un petit dernier truc à montrer peut-être, c'est le dashboard. Ok, top. Je t'en prie, vas-y. En gros, là, ce qu'on a vu, c'était vous voyez, on a structuré un funnel, des insights, mais en fait, vous pouvez les enregistrer et les enregistrer pour pouvoir les consulter régulièrement sans avoir à reconstruire à chaque fois les trucs. Donc là, par exemple, il y a un funnel, là, il y a des informations sur les commerciaux, là, des statistiques
enfin le funnel par commercial. Alors, je fais confiance à Dracar pour flouter tous les noms, les adresses email, etc. Mais vous voyez qu'en fait, là, j'ai rien à configurer, tout est déjà enregistré, tout est là. Donc ça, c'est l'interface qu'en fait, vous devez consulter régulièrement et qui permet en fait de piloter votre entreprise. Et donc pour ça, Mixpanel, c'est vraiment top. Ok. Merci beaucoup Thomas. Ah, merci à toi. C'était hyper clair, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Le use case était archi intéressant. Top. Je crois, en tout cas moi je suis convaincu que tu as réussi à donner envie à nos entrepreneurs et à nos product managers de travailler cette partie qui n'est pas du tout à négliger, de comment on travaille notre rétention, comment on fidélise les clients, et que il faut pas réfléchir à feature, il faut réfléchir problème, il faut réussir à détecter les problèmes, à mesurer ces problèmes, mettre des hypothèses, mettre en place des actions pour savoir si on arrive à dépasser ce problème pour passer au suivant. Donc moi j'aime beaucoup cette méthode, j'aime beaucoup la rigueur que tu nous apportes. Donc merci de nous faire découvrir tout ça. C'est un plaisir. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci Thomas. Salut, ciao. Salut.